مشكل. سي Bonjour عزيز سي تري بيان سي بون دابا سا مارش امور مزيانه. يلا غير سد الميكرو ديالك انت، سد الميكرو ديالك. Bonjour Thierry, tu m'entends? Oui, je t'entends. On est désolé de cet empêchement, on va dire technologique, hein, avec la technologie et tout. Donc, bienvenue encore une deuxième fois dans la plateforme de l'association marocaine des coachs de basketball. On est très content de recevoir une personne de votre pointure pour partager votre expérience terrain, vos savoirs théoriques avec tous les internautes qui sont en train de nous suivre. Sans trop tarder, je vous laisse la parole pour vous introduire vous-même et je vous souhaite bonne chance dans votre intervention. Merci Aziz. Bonjour à tout le monde et à mes amis marocains. Maroc que je connais puisque j'y suis allé 2 fois, dont une fois pour un stage FIBA d'ailleurs, mais ça remonte à 15-20 ans. Merci de m'accueillir. Donc aujourd'hui, avant de rentrer directement dans le thème, je vais me présenter. Donc je m'appelle Thierry Mlek et je suis donc conseiller technique sportif. C'est le titre que nous avons en France. Dans chaque région, il y a des conseillers techniques sportifs, donc mandatés par l'État pour travailler et développer le basket. Donc j'arrive j'allais dire en fin de carrière, et donc c'est l'expérience que j'ai pu acquérir, j'avais essayé de vous la transmettre un petit peu par rapport au thème que Aziz m'a demandé de développer. Donc je voulais vous dire que donc effectivement j'avais une carrière assez longue puisque ça fait 30-35 ans que j'ai travaillé à la fédération comme coach et assistant coach. J'ai beaucoup travaillé avec les équipes de France jeunes, cadets, donc U16 et ensuite junior, U18. Bon, alors les moments importants de ma carrière, c'est bien sûr le premier titre pour moi en tous les cas, quand avec la génération de Tony Parker, Boris Dio, nous avons été champions d'Europe en Croatie en 2000. Et ensuite, une fois que j'ai fini cette carrière avec les juniors, ensuite je suis passé avec l'équipe de France Espoir, donc les 20 ans et moins, pendant 3 générations. Et pour conclure mon parcours au niveau de la fédération, j'ai également travaillé avec l'équipe de France féminine. J'ai été donc assistant de Pierre Vincent sur l'équipe de France féminine de basket. Et nous avons, comme vous le savez peut-être, eu la chance, enfin en tous les cas, on a bénéficié d'un parcours qui nous a amené à une médaille d'argent aux Jeux Olympiques, donc à Londres en 2012, et qui reste bien sûr un moment très important de ma carrière. Donc actuellement, je suis directeur technique de la Ligue des Pays de la Loire de basket. Pour vous donner un exemple, c'est une population de 3,5 millions habitants, avec 66 000 licenciés pratiquants de basket, avec une très forte densité basket, puisqu'on est la région de France où il y a le plus de pratiquants basket. Et il y a des clubs très très forts que vous devez connaître, comme Le Mans, Cholet, qui sont des porte-drapeaux du basket masculin essentiellement, national, mais on a aussi des clubs comme La Roche et Nantes qui sont, eux, en ligue féminine de basket. Mon travail consiste à organiser et à structurer le basket au sein de la région, donc autour de la formation du joueur et de la formation de cadre. Voilà, donc vous n'hésiterez pas, bien sûr, à poser des questions. Quand j'aurai commencé mon déroulé, je préfère que vous puissiez poser des questions régulièrement, qu'on puisse rythmer un petit peu cette présentation et que ce ne soit pas qu'un monologue de ma part. Donc, je vais partager un document. Voilà, alors comment je fais pour le partager? Aziz, aide-moi. Je fais partage, mais on me dit que l'animateur a désactivé le partage d'écran. Donc, comment je peux faire pour partager le document? Tu m'entends, Aziz? D'accord, on va régler tout de suite, oui, on va régler. OK. Donc, apparemment, c'est toi, Aziz, qui dois me donner la possibilité de partager le document. C'est pas moi, c'est lui normalement. Ah, d'accord. OK. Oui, je t'entends parfaitement, donc je vais essayer de voir ça. Désolé pour ce contretemps. Non. Donc, je vais quand même commencer. Donc, en fait, Aziz m'a demandé de
de faire un petit travail et une présentation concernant les spécificités et les clés de réussite du basket féminin. Donc, pour ma part, comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé effectivement dans les deux milieux et pour vous montrer le travail que j'ai fait les dernières années, j'ai eu l'occasion de participer à la formation de deux joueuses qui sont actuellement internationales, qui sont Alexia Chartereau et Iliana Rupert, qui sont internationales toutes les deux à 20 ans et 19 ans, 21 ans et 20 ans. Elles sont en équipe de France. Et puis, donc, j'ai énuméré déjà mon parcours, donc je ne vais pas y revenir, mais c'est vrai que j'ai eu la chance de travailler dans les deux domaines, masculin et féminin. Donc, ce sujet en soi voilà, ne me pose pas de difficultés particulières. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est quand je pourrai partager le document ou partir de l'histoire un petit peu voilà, apparemment, ça devrait être bon. Vous me dites si c'est bon? Oui, c'est bon? Tout le monde me C'est bon, voit? Thierry, Oui, oui, c'est bon, c'est bon. c'est bon. OK, très bien. Bah, écoutez, donc Alors, voilà je vous le. remercie, hein. OK. Je crois que vous êtes trop fort pour écourter un petit peu les passages à vide des joueurs. Donc, ça se Il n'y a voit. pas, Il n'y a pas de souci. La première qualité de l'entraîneur, c'est de s'adapter. Donc, on fait du mieux possible tous. Donc, voilà un peu le thème qui m'a été demandé aujourd'hui. Donc, voilà ce que je vous propose de voir. Donc, l'introduction, je me suis déjà présenté. Ensuite, pour l'introduction, je souhaite aussi partir un petit peu de l'histoire du basket et notamment de l'évolution du basket féminin et vous expliquer dans quel contexte fonctionne et se pratique le basket féminin. Donc l'histoire par rapport à l'histoire, bon, vous dire que le basket est un sport universel, mais vous le savez déjà, puisque c'est sans doute le sport le plus pratiqué par rapport au nombre de pays et au nombre de pratiquants dans le monde. Hein, je pense qu'il faut en être conscient. C'est également très certainement, j'en suis pas sûr, mais pour moi le premier sport féminin collectif au monde. Pour parler plus précisément du basket féminin, on peut dire que évidemment que le basket à l'origine a été pour une pratique masculine, mais très rapidement le basket féminin est apparu. 2, 3 ans après, hein, donc 1891, et quelques années après, le basket féminin a également vu le jour, et qu'à l'origine, c'était un basket qui était plutôt récréatif, comme d'ailleurs le basket masculin, mais le basket masculin est rentré un petit peu plus rapidement dans je dirais, la compétition et les matchs, hein, à l'inverse du basket féminin. Et puis, vous dire aussi, si vous ne le savez pas, mais je pense que vous le savez, qu'il y a une pratique qui existe, qui s'appelle le netball, qui a été créée, vous voyez, très peu de temps après la naissance du basket, hein, et qui est un basket essentiellement, enfin, c'est une pratique qui se rapproche du basket, hein, avec des règlements où il n'y a pas de contact, il y a des espaces protégés pour les joueuses, et vous voyez qu'il y a également un panier, puisqu'on le devine en haut de l'écran dans les tribunes, et c'est un sport qui est très pratiqué dans les pays, notamment anglo-saxons, dans les pays du Commonwealth. Donc, pour dire du mal du basket féminin, des fois on dit que ça ressemble à du netball, parce que le netball, c'est vrai, je répète, n'a pas de contact et protège beaucoup les joueuses, notamment les porteurs de balles. C'est un sport où la passe est importante, puisqu'on ne peut pas rester plus de 3 secondes avec la balle dans les mains, ce qui était d'ailleurs le cas du basket à l'origine, il me semble. Donc voilà pour la petite histoire du basket et du basket féminin. Quelle évolution donc sur le basket féminin? Donc le basket féminin est apparu aux Jeux Olympiques un peu plus tard que le basket masculin, comme vous le voyez. Donc j'ai noté quelques dates importantes par rapport à l'histoire du basket, hein, comme vous pouvez le voir. Vous dire aussi que il y a un champion du monde féminin depuis 1953, donc vous voyez, et à l'inverse du masculin qui a débuté lui en 1950. Donc on peut remarquer, comme je le disais, que le basket féminin a poursuit entre guillemets le basket masculin. Pour toujours le basket féminin au niveau mondial, montrer que la WNBA donc, est apparue en 1996. Donc la WNBA, comme vous le savez,
et la ligue professionnelle américaine donc féminine, hein, typiquement féminine, qui est apparue en 1996. Que ensuite nous avons eu le 3-3 qui a été d'abord mixte, hein, je vous le rappelle, le basket 3-3 donc existe depuis 2012 hein, à peu près, a été créé par la FIBA, et à l'origine il y avait des équipes mixtes, il y avait un 3-3 qui était mixte. Ça a disparu, et depuis donc le 3-3 est devenu un sport olympique, c'est important de le rappeler, et donc en 2020, normalement cette année, cet été, on aurait dû avoir la première compétition olympique à Tokyo de basket 3-3 masculine et féminine. Donc, j'espère que l'année prochaine, bien sûr, on pourra profiter de cette nouvelle pratique 3-3. Quelques bases réglementaires, puisque comme vous le savez aussi, le ballon est différent dans le basket féminin, puisqu'il est un petit peu plus petit, c'est un taille 6 depuis 1996. Qu'il y a toujours eu des discussions autour de la hauteur du panier. Ça veut dire que comme le basket masculin semble être la référence, et que le fameux dunk est quand même une action déterminante dans le basket, puisque c'est ce qu'on voit le plus dans les highlights et qu'on voit le plus à la télé quand on parle de basket. Il y a eu beaucoup de discussions à un moment donné pour expliquer que ce serait mieux que le panier de basket féminin soit à une hauteur réduite afin de permettre aux femmes de dunker. Bon, ça n'a pas été fait. Je pense que c'est une très bonne chose hein, pour ce qui me concerne. Dans tous les cas, on peut bien sûr avoir des avis différents. Mais bon, vous le savez aussi que maintenant, beaucoup de femmes commencent à dunker également. Alors, en match, pas de manière très régulière, mais en tous les cas, elles ont cette capacité-là aussi. Sinon, les règles sont identiques entre le basket masculin et le basket féminin. Une domination des USA, donc je vous ai mis très rapidement, hein, sans rentrer trop dans le détail, c'est pas le but de l'opération ce soir, mais c'est quand même important de noter que il y a eu la première époque où l'URSS, l'ex-URSS, a dominé le basket féminin. L'URSS était un grand pays de basket, mais les États-Unis, donc au JO, ont vraiment dominé hein, outrageusement. Et de la même manière sur le mondial, vous voyez, après la période où les Russes ont dominé, avec notamment une joueuse qui s'appelle Semenova, qui a été la plus grande joueuse de tous les temps en taille, et qui rendait l'équipe russe presque invincible. Hein. Les États-Unis ont ensuite dominé et continuent à dominer outrageusement le basket mondial. Peut-être qu'on dit souvent que le basket féminin américain domine plus que son homologue masculin. Bon, ça, c'est des avis aussi divergents. Pour les avoir joués, je peux vous dire qu'effectivement, il y a encore un monde d'écart entre le basket américain féminin et le basket pratiqué par les autres pays. Au niveau mondial, vous donnez le classement des 5 pays qui ont le plus, qui sont le mieux classés. Donc, comme je le disais, vous voyez, la domination des États-Unis se voit aussi dans ce classement, avec donc les pays après l'Australie, l'Espagne, qui sont toujours dans les premières places, et la France qui, maintenant, assez régulièrement, obtient des titres tant au niveau européen et se place aussi au niveau mondial, tant dans les championnats du monde ou la Coupe du Monde que sur les Jeux olympiques. Quel contexte? Je pense que c'est important d'expliquer le contexte du basket féminin parce qu'il est différent du basket masculin. Donc, j'ai utilisé un petit document là pour vous expliquer qu'une joueuse de basket féminin est impliquée bien sûr à la fois par les clubs d'un côté hein, et les compétitions nationales. Donc, vous voyez la Ligue féminine et la WNBA qui sont les deux compétitions en tous les cas pour les jeunes qui évoluent en France hein, et possiblement NBA si elles sont contactées par les clubs NBA. Et parallèlement à ça, il y a tout le basket national, des sélections nationales. Donc, vous voyez que j'ai quand même fait l'effort de prendre le petit logo de votre fédération. Ça me semblait important de le montrer à côté de la Fédération française de basket, donc des sélections nationales, avec comme objectif essentiellement sur les sélections nationales, outre les championnats d'Europe et les Coupes du Monde, c'est bien sûr les Jeux olympiques qui est quand même la vitrine du sport en général et du basket en particulier. Ce qui est important de noter, c'est quand même que les filles, à l'inverse des hommes, peuvent avoir 2 saisons. Ça veut dire que si elles jouent en Europe, et la plupart jouent en Europe ou en Chine, hein, les meilleures en tous les cas, elles peuvent
peuvent également jouer en WNBA. C'est pour ça que la particularité du basket féminin, c'est que les meilleures joueuses du monde, donc les Américaines, évoluent également en Europe, notamment en Russie ou en Turquie, dans les pays qui permettent une paye suffisamment correcte pour qu'elles puissent venir l'hiver essentiellement pour pratiquer leur sport favori, et puis ensuite elles retournent en WNBA. Donc vous voyez que les femmes peuvent très facilement enchaîner 2 saisons en une avec cette logique des compétitions à la fois donc internes aux pays nationaux et aussi aux sélections nationales. Donc ça, c'est un contexte quand même très particulier. Pour rentrer un peu plus dans le sujet et vous parler de la différence ou des différences entre le sport, le basket féminin et le basket masculin, j'ai choisi, j'aurais pu faire autrement, mais j'ai choisi de partir des facteurs de la performance en général, pas d'ailleurs qu'en basket, mais en sport en général, et en basket en particulier, bien sûr, on va développer autour du basket. Et donc, on va reprendre ces cinq domaines pour essayer de mettre en avant quelles sont les particularités, les différences entre le basket masculin et le basket féminin, en essayant d'être le plus objectif possible et d'avoir une vision un peu synthétique par rapport à ça. Donc, tout ce qui est facteurs physiques et morphologie, donc on va partir sur les qualités physiques que vous connaissez, donc l'endurance, la force et la vitesse et la souplesse, les qualités de base, donc, mais on commencera par la morphologie. Je ne vous ferai pas de dessin pour vous expliquer que les femmes sont différentes des hommes, puisqu'elles ont des oestrogènes, des hormones femelles et donc oestrogènes, et que nous avons des androgènes, ce qui fait que les androgènes amènent de la testostérone et donc une musculature beaucoup plus importante chez les hommes que chez les femmes. Il y a également une différence autour de la masse grasse qui est supérieure, qui est légèrement supérieure chez les femmes. Une notion qui est importante et sur laquelle on reviendra, les femmes ont un bassin plus large et on notera aussi une angulation avec l'articulation du genou qui est différente de par la largeur du bassin et qui aura, vous verrez, des conséquences notamment sur toutes les blessures du genou. Dernier élément qui me semble important de noter sur le côté de la morphologie, c'est que les femmes ont une laxité ligamentaire supérieure à l'homme, et notamment dans la période d'ovulation, donc pendant les règles, la deuxième partie des menstruations, où la laxité est un petit peu plus importante, et c'est d'ailleurs un moment souvent où la femme doit faire attention parce qu'elle est un petit peu plus fragile sur ce moment durant la menstruation. Voilà pour ce qui est de la morphologie. J'en profite aussi pour vous parler de la croissance, vous rappeler quelque chose, je pense que vous connaissez déjà, à savoir que les femmes et les jeunes filles ont une croissance plus tôt que celle des hommes. Vous voyez le pic de croissance, vous le voyez bien en haut, donc les femmes ont un pic de croissance qui est autour de 12 ans, 13 ans. Et inversement, les hommes ont une courbe de croissance qui fait que le pic de croissance atteint à 14-15 ans son sommet. Et vous voyez que les habiletés motrices, toutes les qualités physiques sont développées en fonction de ces pics. Vous savez aussi que on dit souvent que les habiletés motrices sont à développer avant le pic de croissance, en tous les cas 2-3 ans avant le pic de croissance, comme c'est indiqué ici sur ce tableau, sur ce schéma, tant chez les garçons que chez les filles. Les habiletés motrices sont à développer fortement autour de 11 ans, 10 ans, 11 ans pour les filles et 11 ans, 12 ans pour les garçons. C'est ce qu'on appelle l'âge d'or au niveau moteur. Et donc ça, c'est à retenir. Donc vous voyez aussi que selon la courbe de croissance et le rythme de croissance, vous voyez encadrer les moments de développement privilégiés pour tant les femmes que pour les hommes.
Au niveau de l'endurance, j'ai pris comme référence Monsieur Frédéric Aubert, qui a été le préparateur physique de l'équipe de France féminine pendant les 5 ans où nous avons eu la chance de travailler ensemble. Un homme de qualité qui vient de l'athlétisme et qui a aussi d'ailleurs été préparateur physique ensuite de l'équipe de France féminine, donc qui connaît, qui sait de quoi il parle quand il parle de sport féminin. Et donc, c'est en prenant ces références que je peux donc vous affirmer que la femme, au niveau de l'endurance, peut améliorer sa capacité aérobie autant que l'homme. Et donc, vous voyez que la VO2 max absolue sera toujours moindre chez l'homme, mais je répète, elle peut s'améliorer autant que l'homme. Pour ce qui concerne la force, ben, je l'ai expliqué, les testostérones agissent et font que l'homme est plus fort. Donc à peu près, alors c'est des chiffres bien sûr que Fred Aubert n'a pas sorti au hasard, hein, puisqu'il est agrégé d'éducation physique également et il est prof de sport, il a été longtemps à l'INSEP, donc il a fait beaucoup de recherches dans ce domaine-là. Et donc vous voyez que la force est supérieure encore plus pour le train inférieur que pour le haut du corps. Mais si on rapporte ça à la masse musculaire, la différence s'annule hein, et n'est pas si importante. Donc les filles n'ont aucun désavantage en matière de coordination et de psychomotricité par rapport à leur homologue masculin. La seule différence, c'est que comme elles ont moins de force, il y a des mouvements qu'elles peuvent faire plus difficilement. Et donc, on verra que peut-être on a une source d'explication là par rapport à l'adresse qui est un petit peu moindre chez les filles, qui s'explique donc par un manque de force, parce que la force est quand même un élément important dans l'adresse, dans la capacité d'être adroit au basket. Pour ce qui est de la vitesse, oui, les femmes courent moins vite que leurs hommes masculins, mais on note qu'elles progressent sur le même rythme que les hommes. Faut-il encore, bien sûr, les entraîner, ce qui malheureusement n'est pas toujours le cas. Donc Frédéric Aubert, puisque je prends comme référence en athlétisme, il explique, puisqu'il a été entraîneur d'athlétisme, que lui, il est parti de son expérience en disant qu'une Benjamine de 12 ans progressait de la même manière qu'un Benjamin de 12 ans jusqu'à l'âge adulte. Ça veut dire la courbe de progression est la même, sachant qu'au départ, les qualités sont inférieures du côté féminin. Donc, on l'a dit, la souplesse est une qualité plutôt féminine. Hein, donc, la femme est naturellement plus souple que son homologue masculin. Voilà, donc ça c'est important aussi à retenir. Donc on reviendra sur les problèmes de genoux hein, et notamment de blessures du genou dans le développement et notamment en utilisant des tests que je vais vous développer maintenant. Donc, c'est des tests qui sont faits aux États-Unis et que nous, on utilise auprès des jeunes filles que l'on entraîne tous les jours dans un pôle espoir. Hein. Donc, un pôle espoir, c'est comme une section sportive, si vous voulez. On les entraîne 7 à 8 fois par semaine. Enfin, ça dépend après, enfin, entre 11 et 14 heures par semaine, on va dire. Et donc, grâce à Sabine Joras, qui est maintenant responsable de la préparation physique à l'INSEP et à la fédération, on a mis en place un protocole que je vais vous montrer là autour du Functional Movement Screen, donc un Américain qui a développé ces tests-là. Et donc, c'est des mouvements, vous verrez, qui sont extrêmement simples, mais l'objectif est de vérifier les déséquilibres et les déficiences et ce qui permet surtout de faire un travail individualisé afin de rééquilibrer les forces. Donc ça, c'est un travail très important chez la femme. Comme je vous le disais tout à l'heure, la femme, de par le manque de force, se fatigue aussi un petit peu plus vite et a une récupération qui est sans doute
inférieur aux hommes. Donc, l'enchaînement souvent des entraînements est parfois compliqué à gérer du côté féminin, sauf si, bien sûr, l'entraînement permet de pallier à ce manque, et notamment en rééquilibrant, en faisant du renforcement musculaire. Mais je vais vous montrer tout de suite donc, le premier test. Alors, il y en a d'autres, hein, mais je vais vous montrer les tests essentiels que nous faisons. Donc, le premier test, c'est celui que vous voyez. Donc, c'est une observation de la chaîne postérieure de la jambe. Donc, vous voyez, en fait, c'est très, très simple, hein. La personne est allongée sur le dos et les deux fesses touchant le sol. Et donc, l'idée, c'est de faire en sorte que la souplesse de la jambe permette un angle droit entre les deux jambes. Donc, vous voyez, et on essaye ensuite, une fois qu'on a compris ce test-là, je répète, le dos et le bassin doivent toucher le sol, hein. On ne peut pas soulever plus la fesse, bien sûr, de la jambe qui est en l'air. Mais le test 3, donc le niveau 3, bah, c'est le meilleur. Ça veut dire qu'il y a une vraie souplesse de la chaîne des fessiers et des ischio-jambiers. Et aussi de toute la jambe, hein, toute la chaîne postérieure, et inversement, donc on voit que la posture 1 est forcément limite. Donc là, une fois qu'on a fait ce test-là, on sait qu'on a besoin de travailler et de s'étirer de manière intelligente toute la chaîne postérieure. Deuxième test que nous faisons, donc c'est le hurdle step. Et là, c'est plus pour observer la souplesse de la hanche, la force du pied, et aussi tout ce qui est gainage, puisque en faisant cet exercice que vous voyez là, évidemment que si la ceinture abdominale n'est pas correctement alignée et construite, et ben forcément le bassin va partir dans un sens, les épaules dans l'autre, comme on voit dans la posture 1 en bas, où on voit quelqu'un qui est en grande difficulté pour lever le pied, pour passer une haie, hein, qui est pas haute, hein, puisque vous voyez, elle est à peu près à hauteur du genou, mais on voit la grande difficulté de la personne en bas qui a un bassin qui part d'un côté, les épaules qui partent de l'autre. Et donc l'idée, c'est de vérifier le travail du pied, donc les remédiations, hein, autour de ça, c'est le travail du pied et de l'équilibre. Ça veut dire qu'en même temps qu'on monte le genou, on doit rester en équilibre. Passer la haie, donc pour passer la haie, il faut une souplesse de la hanche qui est importante. Et ensuite, il y a la notion de pousser de la jambe pour pouvoir déplacer le pied et franchir la haie. Donc vous voyez que ce test-là que nous faisons donc, est vraiment essentiel pour nous, pour ces domaines-là. Troisième test que nous faisons au niveau des jeunes filles, mais aussi des garçons d'ailleurs, mais ce test-là est peut-être plus important encore que les autres, notamment pour les jeunes filles. Donc là, on va observer, comme vous le voyez, le genou valgum, donc les pieds ou le genou qui rentre, hein. Vous voyez dans la position par exemple de la joueuse 1, enfin du joueur, puisque c'est un homme, je crois, vous voyez que les genoux rentrent. Et souvent les pieds aussi d'ailleurs rentrent, bien qu'on ait mis une planche ici derrière les talons de la personne, afin de faciliter la descente du bassin, hein, et le fait de descendre en squat et s'asseoir sur les talons. Donc vous voyez bien sûr la position 1 qui est la plus limite, hein. Ça veut dire que quand on est dans cette position-là, il y a un gros travail de souplesse à faire, donc, et notamment de tout ce qui est fessier autour du genou, donc des ischio-jambiers, des vastes internes notamment. Donc, je vais vous montrer là, je vais en profiter pour montrer quelques vidéos parce que c'est significatif. Donc, les vidéos sont des jeunes filles qui pratiquent, comme je vous le disais, en pôle espoir. Je fais le son parce que je pense que vous n'avez pas besoin du son. Donc, vous voyez une jeune fille qui fait 1,90 m, hein, donc elle a 15 ans, 14 ans. Donc, vous voyez la difficulté qu'elle a pour descendre donc ses fesses, pour mettre ses fesses en arrière et ensuite descendre. Mais franchement, pour une jeune fille d'1,90 m, c'est plutôt bien. Donc, la coach va lui demander de mettre les petites haltères pour lui permettre de descendre jusqu'en bas et donc de vérifier, voilà, de vérifier la posture. Donc, elle y arrive, vous voyez, c'est Excusez-moi de vous difficile. couper, Thierry, Pardon. excusez. Et il s'avère que la vidéo n'est pas partagée. On est toujours sur Ah, la dernière diapo aïe. squat. D'accord. Alors, peut-être qu'il faut que je ferme ça. Ah ouais, ça va être un problème. Oui, Alors, bon. réduisez. Ouais, exact. Oui. Ouais, ouais.
Bon, alors on va essayer autrement. Parce que c'est quand même bien, je trouve, de pouvoir… Sinon, vous pouvez là, carrément là, réduire votre est-ce que diapo et là, est-ce que rentrer là vous sur voyez? votre bureau. Est-ce que là vous voyez? Non. Alors je vais le partager. Je vais de nouveau le partager. Je vais partager, je vais fermer ça et le repartager. Ah, excusez-moi, hein, problème de manip. Ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Euh, alors, nouveau partage, voilà, c'est ça. Ah voilà, ah, d'accord. Il faut que je partage à chaque fois comme ça, d'accord. Bon, bah, ça va être un peu plus long, mais Maintenant, c'est parti. c'est bon là, vous voyez? Oui, oui, c'est bon. Oui, c'est Ah, nickel. Oui, c'est nickel. bon, donc Merci. je sais comment faire maintenant. Excusez-moi de ce petit contretemps. Donc, voilà donc cette jeune fille en question. Donc, je vous ai parlé. Vous avez eu le commentaire, mais pas les images. Donc, vous voyez cette jeune fille d'1,90 m qui a 14 ans, 14 ans et demi, 15 ans, qui va rentrer en centre de formation l'année prochaine, qui était au pôle avec nous pendant 3 ans. Et donc, vous voyez la difficulté qu'elle a pour descendre. Donc, problème à la fois de souplesse. Hein, donc, on l'aide ensuite dans un deuxième temps afin qu'elle puisse gagner et descendre son bassin. Donc, vous voyez que là, elle va y arriver. Ses épaules ne descendent pas trop. Elle a un très bon alignement. Franchement, c'est plutôt bien comme alignement entre le bassin, les épaules et donc la barre que l'on tient avec ses mains. Donc, c'est plutôt un très bon, un très bon mouvement. Donc, je vais revenir sur le partage d'écran. Excusez-moi. Pour revenir voilà, sur le… Donc, vous avez vu ça, je ne vais pas le recommenter, hein, je vais simplement vous montrer des exercices que l'on fait ensuite régulièrement afin de limiter les faiblesses, notamment du genou. Vous allez voir sur les exercices suivants. C'est la même joueuse, hein, j'ai profité de mettre la même joueuse. Alors, attendez, il faut que je remette en pause. OK, comme ça. Et ensuite que j'aille sortir du partage. Bon, maintenant, je vais être au point là. Hein. Je vais être au point. Oui, maintenant, c'est un apprentissage intégré. C'est bon. Voilà. Donc, voilà cette même jeune fille donc, qui tout à l'heure a fait le test, mais on la voyait de profil. Vous allez la voir là faire sans la barre, enfin sans la… comment dire, voilà, vous la voyez descendre en squat. Ici, c'est un exercice tout simplement, les mains au bassin, descendre. Et vous voyez la difficulté de fixer les genoux. Vous voyez bien, je vais la remettre parce que si… Alors, on peut remettre au ralenti, hein, mais vous voyez bien que son manque de force excentrique, hein, genou droit, vous voyez, regardez bien son genou droit, vous allez le voir au moment de l'impulsion rentrer vers l'intérieur pour ensuite donc, pousser au sol. Donc, son pied va rentrer, son genou va rentrer. Voilà, vous le voyez. Donc, même sur la réception, là, on l'a bien vu. Là, on le voit bien aussi. Donc, ça, c'est des tests qui, pour nous, sont importants parce que, évidemment, que si on est faible dans cet exercice-là, on a forcément plus de chances, malheureusement, de se blesser. Hein, se blesser. Et vous savez très bien que comment dire, l'entorse du ligament du genou est quand même chez les jeunes filles, enfin chez nous, c'est assez important. C'est une blessure vraiment récurrente et on cherche depuis des années de trouver des solutions. Donc ça en fait partie. Ça veut dire que déjà, on a détecté cette anomalie-là. Et ensuite, donc, un travail, j'allais dire, quotidien avec ces jeunes filles pour faire en sorte que cette faiblesse musculaire, hein, essentiellement, soit le plus limitée possible. Donc, vous voyez, on fait le même exercice sur un pied. Donc, vous voyez la difficulté, là encore, et vous voyez encore plus forcément, puisque le poids du corps est sur une jambe. Il faut rester sur la ligne, donc pied gauche, pied droit. Donc, on va retrouver le genou qui rentre à l'intérieur. Vous voyez là, c'est très net. Donc là, il y a un gros travail à faire de renforcement, évidemment, de tout ce qui est muscle postérieur, hein, des cuisses, quadriceps et ischio-jambier et tout ce qui est vaste interne. Et externe aussi, hein, pour stabiliser la cheville, la jambe et le genou notamment. Pardon. Voilà, vous retrouvez normalement le document, oui.
Oui, c'est bon, oui, c'est bon, oui. D'accord, ok. Donc voilà, donc ça, c'est des tests qui pour nous sont précieux, je répète, parce que notre règle, c'est que quelqu'un qui est blessé ne peut pas s'entraîner. Bon, ça, excusez-moi de dire une banalité, mais donc nous, on fait tout pour éviter que les jeunes filles ne puissent pas soient blessées et donc puissent s'entraîner. Et donc, on fait un gros travail de cumul d'informations concernant les jeunes filles. Et donc, ces tests font partie de ce travail et sont très, très précieux pour nous. Et bon, jusqu'ici, on a eu beaucoup moins de soucis qu'on en avait par le passé. Donc, je reviens donc à l'analyse des qualités physiques des jeunes filles, hein, en parlant de tout ce qui est coordination et psychomotricité, et qui fera donc, comme je le disais précédemment, un lien aussi avec le travail technique en basket. Donc, la coordination n'est surtout pas une faiblesse féminine. La psychomotricité, c'est pas un problème non plus. D'ailleurs, quand vous regardez des gymnastes faire leurs exercices, on peut pas dire qu'elles aient des problèmes de coordination et de psychomotricité. En revanche, je reviens sur le niveau de force qui, lui, peut être problématique. Et donc, voilà, forcément, la technique gestuelle notamment dans le tir, peut amener un déficit de l'adresse à cause de ce déficit musculaire plutôt que réellement des problèmes de coordination et de psychomotricité. Voilà, donc n'hésitez pas, bien sûr, si vous avez des questions hein, sur ce domaine physique, morphologique et physique, puisque c'était la première partie. Oui, Terry. Oui. Oui, Terry, bon, ça va vous donner en même temps l'occasion de respirer un petit peu. Merci, oui. Donc, là, sur l'appli Zoom, ni sur le Facebook, il n'y a pas encore de questions, mais on va s'amuser un petit peu, poser quelques questions qui reviennent un petit peu. Est-ce Okay. que sur votre programme technique, est-ce qu'il y a un processus de détection? Sachant bien, bon, si on se réfère un petit peu le modèle anglophone, il y a 3 étapes. Là, est-ce que avant que les joueurs sont sélectionnés pour rentrer sur des centres de formation ou les clubs, est-ce qu'il y a un processus de détection qui va permettre un petit peu de prendre les meilleurs qui sont prometteurs pour l'avenir? Oui, donc j'imagine qu'Aziz, tu parles du DLTA, hein, de Canadien notamment, hein, que c'est de ça hein, dont tu Exact, parles, je pense. exact, parfaitement ça. Voilà, bon, bah, c'est quelque chose qui, moi, m'inspire et qui inspire, j'allais dire, la fédération depuis quelques mois, on va dire. Moi, ça fait un peu plus longtemps parce que c'est vraiment, je trouve, un très, très bel outil qu'on essaye. Donc, et donc, Sabine Juras, dont je vous parlais, s'est inspirée aussi, en tous les cas, pour tout ce qui est le domaine physique, de la préparation physique, du DLTA canadien, pour construire ces petits process-là. Donc, de vous dire après que nous, on a bien sûr des processus de détection, alors qui se font, bon, comme vous connaissez un petit peu la France, vous savez que la détection chez nous ne se fait uniquement que chez les pratiquants qui évoluent déjà dans la fédération de basket. On ne recrute pas, on nous repère très peu à l'extérieur pour plein de raisons, hein, mais on va pas les développer forcément ici. Mais la raison principale, c'est que notamment l'école est très fermée au monde sportif et même si ça a évolué un petit peu, c'est encore le cas. Donc, en fait, on détecte essentiellement des gens qui sont pratiquants licenciés à la fédération de basket. Et donc, notre travail est notamment le mien au sein d'une ligue où il y a beaucoup de licenciés, puisqu'il y a environ des U13, puisque c'est la catégorie qui nous intéresse. Hein, les U13 chez nous, dans notre ligue, il y en a 3500 à 4000. Ce qui veut dire qu'on va en retenir une dizaine, 10 garçons, 10 filles pour intégrer le pôle. Et on part de ces 4000 avec une connaissance, j'allais dire, sûrement pas à 100% de l'ensemble des licenciés, mais on essaye tous les ans de gagner un petit peu et de voir le maximum de jeunes parce que malheureusement, les jeunes qui ont des dispositions ne sont pas forcément dans les meilleures équipes. Ça, c'est une donnée qui est importante chez nous, dans notre région, mais aussi, je pense, en France, c'est que la difficulté qu'on a, puisqu'on repère à 11 ans ou 12 ans, c'est qu'il ne faut surtout pas s'attacher à la pratique basket pour détecter. Parce que quelqu'un qui, à 11 ans, a déjà joué depuis 5 ans au basket, forcément, saura mieux jouer au basket parce qu'il aura appris tout simplement à jouer au basket. À l'inverse, quelqu'un qui a des dispositions physiques, morphologiques, donc notamment les grands, qui à 11 ans commence le basket, lui,
il va être entre guillemets nul au basket. Et malheureusement, celui-là, ben, on a du mal à le repérer, tout simplement parce que dans les clubs chez nous, ces jeunes-là, qui parfois sont un petit peu handicapés parce qu'ils grandissent, parce qu'ils ont des grands segments et qui ne sont pas à l'aise dans leur corps, et ben, ces jeunes-là, souvent, on n'arrive pas à les repérer parce que les clubs les mettent à côté puisqu'ils ne savent pas pratiquer le basket. Et ils préfèrent faire jouer des joueurs qui ont déjà beaucoup de pratique et qui vont faire gagner les matchs. On est dans une logique, malheureusement, un petit peu de trop de compétition. Et évidemment que le DLTA canadien est inspirant pour ça, mais vous savez que dans les pays anglo-saxons, le sport et l'école sont intimement liés, ce qui n'est pas le cas chez nous, je le redis. D'accord. Voilà. Votre réponse est parfaitement correcte. Là, est-ce que je peux rajouter que la Bien détection, sûr. elle se limite uniquement aux facteurs physiques, c'est-à-dire à partir de la batterie des tests, ou là, on va ajouter comme le côté anglophone, d'ailleurs, moi, j'ai eu l'occasion de le voir en Lituanie, on introduit des tests qui sont un petit peu spécifiques basketball, c'est-à-dire le T-test, le lateral jump. Est-ce qu'en France, sur la philosophie de la Fédé pour la détection des jeux, des futurs, on va dire, des futures joueuses de basketball, est-ce que c'est limite physique ou ça va introduire un petit peu du basket dedans pour pouvoir un petit peu voir est-ce Alors, que la morphologie suit le basket? bah, j'allais dire, on a fait des tests pendant très longtemps. Peut-être que, Aziz, ça c'est un monsieur qui s'appelait Bernard Gros-Georges avec Gérard Bosque, hein, qui sont quand même des Le grand gens monsieur de l'INSEP, ouais. voilà, très connus dans le monde du basket, hein, mais le monde aussi de l'éducation physique, parce qu'ils viennent tous les deux de ce secteur-là. Et donc, pendant des années, puisque c'était le début de ma carrière, on a fait des tests qu'on appelait des tests 11 ans et des tests 14 ans. Donc, c'était des tests physiques et de basket. Donc, et Bernard Gros-Georges, pendant des années, nous a demandé de faire ces tests-là. Et à la fin, il nous a dit, en fait, que les tests physiques ne servaient pas à grand-chose, clairement. Voilà, il le disait, et que les tests basket, en fait, ne préjugeaient pas non plus des qualités futures dans la pratique du basket, parce que des tests basket sont loin quand même du jeu et de l'efficacité dans le jeu. Donc, on a arrêté de faire les tests parce qu'on a estimé que c'était pas que c'était entre guillemets une perte de temps. Hein. Bon, ça peut permettre, ça a d'autres intérêts les tests. Hein. Ça veut dire que pour évaluer le progrès des enfants, ça peut être intéressant les tests. Hein. Mais en tous les cas, en termes de détection, il a quand même été prouvé, et Bernard Gros-Georges et Gérard Bosque à l'époque l'ont fait, que ces tests-là n'étaient pas utiles. Donc maintenant, on est beaucoup plus dans ce qu'on appelle l'œil du maquignon. Ça veut dire que c'est les experts comme moi, d'autres, Omar, hein, qui doit nous écouter là, qui aussi s'est occupé de sélection en Poitou-Charentes à l'époque, et qui donc des experts qui observent les jeunes à l'entraînement, parce qu'on essaie de les observer aussi beaucoup à l'entraînement, parce qu'on estime que c'est pas la qualité et l'efficacité sur le match qui fait la qualité du joueur de demain. On se rend même bien compte que les meilleurs benjamins sont rarement les meilleurs adultes. Donc, si vous voulez, c'est un processus qui est, je ne vais pas dire qu'il est flou, mais il est lié à l'expérience que les gens, les experts, donc eux détectent, ont, qui fait que c'est eux qui vont repérer les jeunes potentiels. Voilà. D'accord. Généralement, ce qu'on dit dans la littérature scientifique, c'est que la meilleure détection, c'est la deuxième détection. C'est le passage dans la période de collège où on essaie un petit peu de repérer le décalage entre l'âge biologique et l'âge chronologique. La C'est ça, différence c'est ça. pour se dire ce gars-là, il a des segments plus longs que la normale qui permettent de prédire qu'il peut être un bon rebondeur, un bon intérieur, malgré que c'est un petit peu précoce, parce que la spécialisation, c'est à partir de 16 ans. Là, j'ai une question d'un Oui, collègue que je me permets de vous le passer. ouais. Sidris, à vous la parole. Oui, Activez allô? votre micro. Pardon. Oui, Oui, j'entends. Oui, Driss donc vous Parkas, m'entendez. activez votre micro. Oui, c'est bon. Vous pouvez c'est bon. poser la C'est question bon. au coach. Oui. Merci, c'est Aziz. Donc, j'ai une question, peut-être avant de poser la question. J'ai surtout au niveau de la préparation physique, la préparation physique d'une équipe féminine. Donc, Mhm. avant d'entamer le championnat, de, Oui, 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 de, c'est bon, on vous entend. OK. Donc, Oui, avant d'entamer le championnat, par exemple, ici au Maroc, on commence à peu près le mois d'octobre. Mhm. Donc,
on fait une préparation physique. Oui. Je veux savoir le temps nécessaire pour une préparation physique, tout d'abord générale, qui doit se baser normalement sur les exercices à base d'endurance et renforcement musculaire naturel, travail avec charge légère, gainage, coordination, souplesse, puis le circuit training. En plus de ça, le temps nécessaire pour la préparation physique spécifique. D'accord. Alors, et puis je veux savoir ou avoir une idée sur, lorsqu'on travaille avec des exercices à base d'endurance, la capacité d'aérobie, est-ce qu'on peut arriver à 60 jusqu'à 90 ou bien 80%. Pour la puissance en préparation physique spécifique, est-ce qu'on peut arriver ou bien atteindre un pourcentage de 80 à 100% au niveau de la puissance aérobie? Ok, donc je vais tout de suite répondre sur l'aérobie. Donc, j'imagine que vous parlez de la VO2 max, hein, et donc quand vous parliez de 100%, 80%, c'était donc l'intensité par rapport à la VO2 max, hein, c'est bien ça? Oui, parfaitement. Voilà. Donc, si vous voulez, il est avéré aussi, ça Sabine Joras l'a bien montré, c'est que on avait un petit peu oublié le fait que il faut une préparation physique liée autour de l'endurance, donc autour de la capacité aérobie, donc sur des exercices qui sont autour de 70, voilà, 60-70% de la VO2 max, et que progressivement ensuite on arrive à réduire ce temps et à faire du travail de plus de puissance aérobie autour du 15-15. Donc, évidemment que sur la première partie, donc la préparation générale, on va faire plus de préparation physique. Donc, on aura un volume autour de la capacité aérobie, du renforcement général, qui va représenter presque la totalité de l'entraînement. Et progressivement, quand on va rentrer dans la phase où on va se rapprocher de la saison, on va bien sûr réduire ce temps et on va passer à, nous, ce qu'on a à peu près sur les pôles espoirs, c'est entre 15 et 20% du temps global d'entraînement lié à la préparation physique, avec bien sûr des cycles. Alors, je ne vais pas développer là, mais il y a des cycles où il y a des moments où on fera plus d'endurance que de renforcement musculaire, etc. Mais en tous les cas, ça représente à peu près 15 à 20% du temps total de l'entraînement, je répète, durant la saison. Et à l'inverse, en préparation, évidemment, ce temps est beaucoup plus important. Il peut être de 70 à 80% du temps de travail. Il le reste autour du basket. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui. OK. Donc, je peux continuer? Oui, bien sûr, vous pouvez, Terry. OK. Oui. Très bien. OK. Donc, on arrive sur les facteurs techniques. Donc, j'ai listé, je ne vais pas tout développer parce qu'il y a des. En fait, vous verrez que sur chaque thème lié aux facteurs de performance, j'ai essayé de décliner un certain nombre de choses qui sont importantes dans ce facteur de performance. Donc, en l'occurrence, ici, la technique. Mais je ne vais pas forcément tout développer. Je vais juste reprendre une ou deux choses qui me semblent spécifiques à la pratique féminine, sachant que tout est bien sûr lié à l'entraînement et à l'entraînement féminin aussi, évidemment, hein. Donc, sur ce côté adresse, je vais vous proposer de faire un petit retour sur les statistiques donc du championnat de France. Là, c'est le championnat de France. Alors, on ne va pas éplucher, hein. Je vais vous faire passer rapidement les chiffres. Donc, vous voyez les équipes avec les matchs. Donc, c'est les moyennes sur les matchs. Je vais plutôt passer, ça, c'est les garçons. Donc, c'est la Pro A, hein, la JP Elite, pardon. Et simplement, je vais plutôt m'arrêter sur ce document qui, en fait, est un résumé des deux documents précédents où, sur la gauche, donc, vous avez l'adresse du côté des femmes. Donc, vous voyez, l'adresse générale des femmes est entre 40 et 47%. Voilà. L'adresse des hommes, voilà, est… pardon, excusez-moi, c'est l'inverse. Excusez-moi, je dis des bêtises, hein. Donc là, j'ai fait comme quoi, hein, il faut bien se relire. Donc ici, à gauche, vous avez l'adresse des femmes de 40 à 47%. Et celle des hommes qui est de 44 à 51%. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas une très, très grande différence en termes d'adresse. Il y en a une quand même. Donc, j'ai décliné ensuite sur les différentes positions de tir. Donc, les tirs à 2 points en féminin, il n'y avait pas le chiffre au niveau masculin, mais par contre, à 3 points, vous voyez que l'adresse quand même est quand même
plus faible chez les femmes que chez les hommes. Donc, la distance, hein, il y a quand même deux problèmes. Il y a la taille des filles, hein, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais évidemment qu'au niveau de la morphologie, les femmes sont plus petites et que le panier étant plus haut, et ben forcément, la difficulté est plus importante pour les gens de taille réduite pour avoir une trajectoire arrondie et être adroit. Et vous voyez en revanche que sur les lancers francs, c'est beaucoup moins net que ça, hein. À l'inverse, les filles sont presque plus adroites que les garçons. J'ai également noté les passes décisives pour montrer que les chiffres bon, voilà, restent à peu près sur les mêmes logiques, hein. Il n'y a pas de très, très, très grande différence. Un petit peu plus de perte de balles peut-être chez les filles. Donc ça, c'était pour le championnat de France. J'ai fait le même petit exercice en reprenant les pourcentages ou les chiffres des équipes qui ont participé au championnat du monde dernier, en garçons et en filles. Et donc là, vous voyez en haut les chiffres pour les filles. Alors, vous voyez forcément la moyenne de points marqués qui est de 87. Vous voyez là, par exemple, on parlait de la supériorité des Américaines. Bah, vous voyez, elles marquent 10 points de plus que les autres équipes, hein, donc c'est énorme la différence, avec un pourcentage de tir de 46, voilà, 46,5. Et inversement, en bas, on voit les pourcentages de tir des garçons. Donc là encore, une supériorité des hommes qui est relativement importante, hein, donc, et à souligner. J'ai fait le même exercice sur l'adresse au lancer franc. Donc, vous voyez là encore les femmes en haut et les hommes en bas. Donc, vous voyez, on peut dire aussi que l'adresse des femmes est légèrement inférieure, même si ce n'est pas si net que ça, hein, vous voyez, mais quand on descend dans les chiffres, on se rend compte quand même que ici, le cinquième, c'est l'Espagne, à 72,7 de pourcentage au lancer franc, et que le cinquième, ici, en homme, est à 80. Donc, la moyenne générale semble supérieure en garçons qu'en filles. Mais on constate quand même que les femmes peuvent être aussi extrêmement adroites au lancer franc et autant que les hommes, en tous les cas. Voilà. Donc ça, c'est des chiffres qui me semblent importants pour souligner que, donc, en résumé, que l'adresse est une qualité aussi féminine, même si le fait qu'il y ait moins de temps peut-être en femme, on y reviendra, pour shooter, fait que le manque de puissance musculaire et je répète, la hauteur du panier et l'éloignement font que la faiblesse musculaire rendent les équipes filles un peu moins adroites que les hommes. Sur la gestion du jeu et donc le rapport entre les passes décisives et les balles perdues, vous signalez qu'il n'y a pas de grande différence entre les hommes et les femmes, donc c'est important de le souligner. Donc il y a un rapport qui est presque identique, hein. Vous voyez les chiffres, il est peut-être, voilà, les femmes a priori perdent un petit peu moins de balles, mais bon, c'est pas aussi net que ça. Voilà, puisqu'on peut quand même penser qu'elles perdent un peu plus de balles parce qu'il y a moins de possession en filles, j'y reviendrai, hein, mais en termes de possession primaire, on peut dire que dans le basket féminin, il y a moins de possession que dans le basket masculin. Donc, si on perd plus de balles, ça veut dire qu'on a une efficacité, une rentabilité moindre aussi. Voilà quelques chiffres donc, sur les aspects techniques. Parler maintenant des aspects technico-tactiques, où là, je vais mettre grandement en avant. Oui. Permettez-moi de vous interrompre, mais là, il y a une question qui nous vient un petit peu de l'Angleterre. Okay. Qui demande si on a deux petits joueurs qui ont la même taille. Oui. Est-ce qu'on va leur demander de changer de sport ou on va les garder? Ah, c'est difficile comme question. C'est un dilemme, oui. Parce que, bon, changer de sport, pourquoi? S'ils aiment ça, je ne vois pas pourquoi je leur dirais de changer de sport. Mais en tous les cas, peut-être qu'ils auraient plus de chances de réussir dans un autre sport. J'en sais rien. En tous les cas, oui, bon, là, je ne vais pas faire de dessin, mais la taille en basket, elle est prépondérante. Donc, voilà, les gens de taille moindre ont
ont sans doute plus de difficultés à s'exprimer au basket, mais il y en a. Il y en a sur les meneurs de jeu. Campanzo au Real de Madrid, il fait 1,80 m, c'est un joueur de génie. Donc les petits, bien sûr, ont encore de la place au basket, et heureusement, même si même les meneurs de jeu sont de plus en plus grands aussi. Je crois que c'est une donnée qu'il faut prendre en compte. Il faut comprendre que le terrain de basket est petit, et que plus on est grand, plus on a de l'envergure, et plus on prend d'espace sur le terrain. Et donc la taille et l'envergure, et peut-être d'ailleurs autant l'envergure, sinon plus l'envergure que la taille, sont essentiels dans notre sport, hein. Et j'ajouterais d'autant plus que le phénomène de croissance-développement, il se termine 18 ans pour garçons, 21 filles. Donc, il y a une marge de progression. Donc, il n'y a Ouais, il y a pas ouais, moyen de ouais. s'inquiéter. Ok. Je vous cède la parole pour terminer, Ok, Terry. donc là voilà, j'ai dénombré un certain nombre de facteurs technico-tactiques. Je ne vais pas tous les mettre en avant. Je vais en choisir un ou deux qui me semblent importants pour la jante féminine. Donc voilà, la notion de collectif chez les femmes dans le sport féminin est très important, parce que c'est des valeurs véhiculées par notre sport aussi. Alors, je ne sais pas ailleurs, hein, mais bon, c'est aussi forcément un minimum culturel. Mais le basket féminin en France, surtout féminin, mais aussi d'ailleurs masculin, a été un sport collectif à outrance. Ça veut dire que pendant très longtemps, on se demandait si gagner le match, c'était pas se faire des passes, se faire plus de passes que l'adversaire, parce que le basket était le sport collectif par excellence. Il fallait se faire des passes, et des fois on oubliait même de shooter. Et les filles ont été encore plus victimes à la fois victimes, mais aussi, je dirais, demandeuses de cette notion-là, parce que elles ont un vrai sens collectif, à la fois parce qu'elles ont besoin de moins exister que les hommes, j'y reviendrai, et parce que elles aiment aussi faire plaisir à l'équipe et à leurs partenaires. Donc j'ai noté 3 traits de caractère qui me semblent importants et qui mettent en avant le côté des traits de caractère, je dirais, des femmes. Euh, donc c'est le côté perfectionniste. Les filles ont vraiment, enfin, alors je vais dire des choses, c'est des traits de caractère, hein. Ça veut dire que, et encore une fois, moi c'est ce que j'ai vécu avec les femmes que j'ai pu entraîner. C'est pas forcément le cas dans d'autres cultures. On dirait peut-être pas la même chose si on entraînait des Américaines, hein, par exemple, hein. Donc je fais très attention à ce que je dis pour ne pas en faire une règle générale. Donc je parle bien du basket féminin français, qui a été beaucoup orienté sur le collectif, où les entraîneurs insistaient beaucoup là-dessus, tant chez les hommes, mais surtout chez les femmes. Donc le côté perfectionniste des femmes, effectivement, elles cherchent à être parfaites, ce qui les limite, parce que forcément la perfection n'existe pas, surtout pas en sport, parce que le sport, et notamment le basket, c'est un sport où on va échouer, où l'échec fait partie de la discipline. C'est bien sûr le tir que l'on va pas réussir, et c'est Michael Jordan qui le disait, hein, il a manqué plus de tirs qu'il n'a réussi, il a dit plusieurs fois dans sa carrière. Donc et les femmes ont parfois des difficultés à gérer ça. Ça veut dire que la gestion de l'échec est souvent un problème un peu plus féminin que masculin. Le deuxième élément autour du collectif, c'est le besoin de comprendre. Les filles, sans doute plus que les hommes, je répète, hein, c'est des traits de caractère, il ne faut pas en faire non plus que des généralités, mais ont souvent besoin de comprendre avant d'agir. Ça veut dire qu'il faut leur expliquer. Et des fois, il faut leur expliquer plusieurs fois et de manière différente. Donc, il faut avoir cette capacité de, quelque part, accepter qu'elles ne pourront agir et faire que si elles ont compris l'intérêt de faire les choses. Voilà, ça c'est quand même important de le noter. Et puis, si vous mettez de côté le côté gestion de l'échec qui est parfois difficile, et si vous faites en sorte qu'elles comprennent, elles vont adhérer. Et alors là, quand elles adhèrent, les femmes et les filles en général ont un engagement sans limite et une confiance envers les coachs et envers les partenaires qui peut être sans limite. Ça veut dire que on a des comportements de coéquipières et en termes de gestion d'équipe, et qui est remarquable dans le secteur féminin, par rapport à si on réussit à synthétiser tout ça. Donc j'y reviendrai aussi. Donc pour le collectif,
dire que donc il y a moins de possession en filles, déjà parce que le basket est moins rapide, hein, tout simplement, mais aussi parce que les filles ont sans doute plus la volonté de se passer la balle et de, comme je le dis, de rechercher la joueuse la mieux placée. Donc il y a sans doute plus de passes. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a des études qui ont été faites là-dessus, mais à mon avis, là encore, de manière générale, il y a plus de passes dans le basket féminin que dans le basket masculin. Et inversement, la limite aussi de tout ça, c'est que les filles ont des fois des grandes difficultés à décider. Ça veut dire que il faut à un moment donné au basket, il faut que quelqu'un shoot, qu'ils prennent la décision ou de shooter ou d'attaquer le panier ou de provoquer une action vis-à-vis de la défense. Et des fois en filles, c'est une problématique qui pour moi va être centrale. J'en parlerai tout à l'heure quand je parlerai de la formation de la jeune joueuse, mais qui pour moi doit être centrale. Ça veut dire qu'on doit inciter les jeunes filles à décider, à faire et de ne pas analyser à chaque fois j'ai réussi, j'ai pas réussi, parce que très rapidement les filles peuvent remettre en question ce qu'elles font parce qu'elles ont échoué. Voilà. L'échec est normal. Moi, je me rappelle d'une joueuse que j'ai eue, qui a été internationale en jeune et qui ne shootait jamais à 3 points. Et donc, moi, je lui disais, mais elle faisait des séries avec moi à l'entraînement. Elle en marquait, elle était minime, hein, elle avait 14 ans, 15 ans. Hein, et elle arrivait à marquer des séries de 10, de 15 shoots à 3 points. Et à la fin, je lui dis, mais il faudra que tu en marques combien pour commencer à shooter en match. Ça veut dire que pour elle, c'était jamais assez. Hein. Et je me rappelle que Pierre Vincent, avec l'équipe de France féminine, a fait le même constat avec Céline Dumerc. Céline Dumerc, avant si certains l'ont vu aux Jeux Olympiques à Londres, elle shootait presque les yeux fermés à 3 points, mais pendant longtemps, Pierre a dû expliquer à Céline, mais prends les shoots, décide de shooter. Parce que Céline était typiquement formée au basket féminin et pensait plus à faire jouer les autres, à faire jouer l'équipe qu'à jouer elle-même. Et quand elle a trouvé l'équilibre entre les deux, elle est devenue une joueuse presque inarrêtable. Donc ça, c'est un élément qui pour moi est fondamental et qui doit être central dans la formation de la jeune joueuse. Donc on va passer au facteur mental. Parce que forcément, par rapport à ce que je viens de dire, vous aurez bien compris que tout est lié, tout est intimement lié. Tout ce que j'ai expliqué sur la gestion de l'échec, c'est lié au facteur mental. Hein. Les gens qui ont du mal à gérer l'échec sont souvent manquent de confiance en eux, donc tout simplement. Donc, je pense que ça, ce sont des choses à travailler. Je vais l'expliquer rapidement. Alors là encore, ce sont moi mes expériences qui me font parler comme ça, je répète, c'est aussi très culturel. Ça veut dire que la pratique du basket féminin, par exemple, dans ma région, elle est plus pour les femmes. C'est pas une pratique où on doit être fort, où on doit être efficace, où on doit être meilleur que l'adversaire. C'est une pratique pour se faire plaisir, être avec ses copines et avoir une dépense énergétique. Globalement, les filles font du sport pour ça. Elles font du sport pour ça parce qu'on leur a dit de le faire et aussi parfois parce qu'elles sont comme ça et parce qu'elles n'ont pas de projet défini par rapport à la pratique sportive. Mais ça, j'y reviendrai. Et je répète, ça, c'est culturel, c'est spécifique à ce que moi, je vois. Je ne sais pas si chez vous, c'est les mêmes constats que vous faites. En soi, le sport n'est pas, entre guillemets, on n'est pas égaux entre les hommes et les femmes vis-à-vis du sport. Il n'y a pas d'égalité, je pense. Voilà. Voilà, deux notions qui me semblent pour moi très très importantes autour du basket féminin. C'est donc l'estime de soi, qui est tout simplement avoir une bonne image de soi, une bonne image de soi, parce que tout simplement, ça produit une énergie constructive et qui permet après à cette personne-là de s'ouvrir dans l'inconnu et de faire des choses qu'elle n'a pas l'habitude de faire. Et donc, on arrive à la gestion de l'échec. Donc, l'estime de soi, elle est à travailler. Et le premier élément déterminant pour l'estime de soi, c'est les parents. Ça veut dire que l'estime de soi, c'est les parents qui souvent vont, les premiers en tous les cas, il y en a d'autres après, hein, c'est les enseignants évidemment, c'est les entraîneurs aussi. C'est l'image que renvoient les entraîneurs, les enseignants et les parents fait que les gens ont une estime de soi développée. Ça veut dire que si on passe son temps à dire que c'est bien, même si des fois c'est pas très bien, mais on peut s'appuyer, il y a toujours quelque chose qui est bien fait,
dès qu'on fait un effort, on peut penser qu'il y a quelque chose. Faire un effort, c'est déjà une action positive. Même si on ne réussit pas, l'action positive doit être valorisée. Et c'est comme ça qu'on développe l'estime de soi. Et donc, ça, c'est valable bien sûr pour les parents et c'est valable pour tous les enseignants. Donc, ça, c'est vrai pour les garçons et pour les filles. Mais je répète, encore plus pour les filles qui, parfois, ont tendance à, je le disais, elles sont perfectionnistes. Donc, la gestion de l'échec, c'est souvent une grande difficulté pour elles. Moi, je fais souvent le rapport avec l'école. Moi, j'ai des jeunes filles donc, que je suis aussi scolairement hein, quand j'étais en pôle espoir et elles ne supportaient pas d'avoir des mauvaises notes. Alors que la note, vous savez comme moi que on peut en avoir des bonnes, on peut en avoir des moins bonnes. Ce qui est important à un moment donné, c'est aussi l'engagement et la volonté qu'on a de travailler et d'avancer, qui est au moins aussi important que la note. Hein, et donc, moi, c'est comme le match. Hein, on peut avoir perdu un match, mais si on a fait le maximum et si on a fait ce qu'on devait faire, eh ben, on peut aussi se permettre de perdre. Et donc, cette notion-là, chez les filles, elle est inculquée très tôt. Et ce n'est pas fait, malheureusement. Ça fait partie, à mon avis, d'un manque autour de l'éducation des jeunes filles. Donc, lié à l'estime de soi, il y a bien sûr la confiance en soi. Ça veut dire que c'est plus facile d'avoir confiance en soi si on a de l'estime de soi, c'est sûr. Ce n'est pas suffisant, mais c'est quand même important. Donc, c'est quoi la confiance en soi? C'est tout simplement croire en ses ressources, croire en soi. C'est tout simplement ça. Ça veut dire que quand je vais faire quelque chose, je sais que je vais réussir. Alors, pas à l'américaine, parce que des fois, les Américains, la confiance en soi, elle est hyper développée jusqu'à parfois devenir, à mon avis, disproportionné. Je prends toujours l'exemple des Américains qui allaient courir le 100 mètres face à Usain Bolt et puis qui disaient bah, « moi, je vais gagner ». Bah, mon gars, à mon avis, tu ne vas pas gagner contre Usain Bolt. Mais ils avaient tellement confiance en eux qu'ils voyaient les choses comme ça. C'est le côté américain et qui est un peu excessif, mais qui en tous les cas montre que la confiance en soi, c'est essentiel. Donc comment on la développe? Ben, on le développe par les encouragements, tout ça, par le renforcement positif et la valorisation des réussites et surtout les progrès. Ça veut dire que la notion de progrès, mettre en avance les progrès et oublier, entre guillemets, les échecs ou en tous les cas les moins réussites, je dirais. Ça, c'est pour moi, dans le secteur féminin, essentiel. Et si on ne le prend pas en compte, on perd quelque chose. La motivation dans le basket féminin, donc comment motiver les jeunes filles? Je le disais, hein, les jeunes filles chez moi n'ont pas une jeune. Moi, je prends toujours l'exemple aussi des jeunes filles que j'avais. J'ai réussi à les changer, mais au début, quand elles arrivaient à l'entraînement de basket, elles s'asseyaient et elles discutaient entre elles. Il y avait les ballons qui étaient à côté, le panier qui était libre, il n'y avait pas d'entraînement. Elles pouvaient très bien prendre un ballon et aller shooter. Et ben non, elles préféraient ou elles choisissaient en tous les cas de rester parce qu'elles avaient des choses à raconter, etc. etc. Bon, ce n'est pas un jugement, hein, c'est juste montrer que la pratique du basket n'est pas, il n'y a pas une motivation profonde par rapport à la pratique du basket, autre que le fait d'être avec ses copines, comme je disais, de prendre du plaisir, un minima, d'être avec les copines et la dépense énergétique qui est liée. Donc, le travail autour de la motivation dans le basket féminin, c'est d'expliquer qu'une jeune fille peut aussi réussir en basket, réussir et progresser en basket et s'affirmer en tant que pratiquante d'un sport comme le basket. Donc, il y a 3 éléments qui sont déterminants dans la motivation. Ça, c'est pas que pour le basket féminin, hein, c'est pour tout, c'est pour toute la motivation en général. C'est le sentiment de compétence, sentiment d'autonomie et donc le sentiment d'appartenance. Pour le sentiment de compétence, donc c'est un peu des choses que j'ai déjà dites, mais je voulais insister un peu plus là-dessus parce que, je répète, pour moi, ça me semble essentiel. C'est que c'est un chercheur hein, qui s'appelle Albert Bandura qui l'a prouvé, qui l'a démontré que le sentiment d'efficacité personnelle, qu'on appelle le CEP, est essentiel. Euh, donc, c'est bien sûr avoir des compétences, mais c'est surtout croire en ses compétences. C'est ce que le tableau montre. Hein. Ça veut dire que bien sûr, il faut avoir les compétences, mais le fait d'avoir le sentiment d'être compétent est au moins aussi important que d'avoir les compétences. Et donc la tâche a plus de chances d'être réussie si on a ces 2 éléments-là. Et notamment par rapport aussi à l'attente de l'environnement. Voilà.
pour ce qui est du sentiment d'efficacité personnelle. Donc ça, je répète, hein, moi j'ai aussi l'exemple, parce que les Espagnols sont excessivement forts là-dessus, et c'est un coach français qui a été en Espagne et donc qui a participé à un entraînement d'une équipe féminine et qui à un moment donné voyait une fille qui était vraiment, qu'il trouvait douée. Alors, il trouvait doué. Et donc, il va voir le coach, il lui dit, mais dis donc, cette joueuse-là, elle a l'air vraiment d'avoir des qualités, etc., etc. Le coach, il a arrêté tout de suite l'entraînement et devant tout le monde, il a dit à la gamine, alors je ne sais plus son prénom, puis quelque part, on s'en fiche un petit peu, mais le coach, il a dit devant tout le monde à la gamine ce que donc le coach français avait remarqué. Tout simplement pour mettre en valeur la jeune fille qui, c'est ce qu'après le coach espagnol a dit, hein, c'est que cette jeune fille était jamais satisfaite de ce qu'elle faisait. Elle était, voilà, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, il y avait toujours un échec qui restait en travers, etc., etc. Alors que cette fille était douée. Et donc, s'appuyer sur cette réussite-là, les Espagnols le font excessivement bien. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça, à mon avis, qui des fois, ils sont meilleurs que beaucoup d'autres, hein, dans ce domaine. Donc, deuxième élément autour de la motivation, c'est le sentiment d'autonomie. Voilà, vous savez que dans la motivation, il y a deux motivations, ce qu'on appelle la motivation intrinsèque et extrinsèque. Donc, quand on parle de sentiment d'autonomie, essentiellement de motivation intrinsèque, ça veut dire qui est interne à la personne. Ça veut dire que c'est notamment la notion de progrès, la notion de maîtrise, de technique, maîtrise d'outils. Hein, c'est ça qui est important dans la motivation intrinsèque. Ce qui n'empêche que la motivation extrinsèque peut aussi être un élément important, et c'est ce qu'on appelle la théorie de l'autodétermination. Ça veut dire que aide-moi à le faire moi-même. Ça veut dire que le rôle de l'entraîneur doit être autour de cette notion d'aider pour que l'apprenti, je dirais, puisse de lui-même apprendre et non pas qu'on fasse à sa place, encore moins, hein, ça c'est évident, mais qu'on lui montre aussi. Ça veut dire que la situation de basket doit permettre aux pratiquants de trouver par lui-même la situation sans que l'entraîneur ne lui donne immédiatement la solution. Donc ça, c'est également une notion très, très importante. Et le dernier élément de la motivation, celui-là, j'en ai déjà parlé, c'est le sentiment d'appartenance qui est très important et d'autant plus important que chez les filles, je l'ai déjà dit, l'aspect collectif, l'aspect groupe, l'intégration, l'appartenance à un groupe, la reconnaissance du groupe, de chaque individu, c'est un élément clé. Donc ça, évidemment que c'est très important et ça doit se travailler. Ça se voit sur le terrain, mais aussi en dehors. Et pour parler de ce sentiment-là et du travail qu'on peut faire, qui semble important, je vais vous parler de l'expérience rapidement de ce qu'on a fait avec l'équipe de France quand on a construit le projet et qu'on est arrivé donc aux Jeux Olympiques. Qu'est-ce qu'on a essayé de faire pour que le groupe soit cohésif et qu'il y ait une vraie cohésion du groupe pour arriver à performer, puisque bien sûr l'objectif de tout sport et de tout pratiquant est de performer et l'entraîneur doit être moteur dans ce rôle-là. Donc, je vais parler de la cohésion du groupe en partant de ce qu'est une équipe. Donc, une équipe, c'est un groupe restreint. Et donc, à l'intérieur de ce groupe, les joueuses, elles doivent communiquer sur le plan opérationnel et sur le plan social. Et les deux sont extrêmement importantes. Donc, je vais y revenir sur le plan opérationnel et le plan social parce que c'est forcément important, hein, et les deux sont des éléments moteurs. Donc, il faut échanger avec tout le monde. Ça veut dire qu'il doit y avoir personne, entre guillemets, qui serait mis à l'écart pour X raisons, ou par le groupe ou par le coach. Hein. Le coach doit être là pour instaurer de la communication, la provoquer même. Je pourrais vous donner quelques exemples de travail qu'on a fait autour de ça. Et pour vous dire que ça a été loin, puisque à un moment donné, dans ce groupe-là, le groupe France, il y a une joueuse qui, après plusieurs semaines, voire plusieurs années, puisque
c'était pas la première campagne qu'on faisait ensemble, qui un jour est venu nous voir, les coachs, et qui nous a dit, mais dis donc, cette joueuse-là, alors qu'elle était avec cette partenaire depuis des très très longues années, hein, ça veut dire plus de 10 ans en équipe nationale, donc elles se connaissaient, elles jouaient les unes contre les autres, etc. etc. Et donc, au bout de quelques mois de stage, de pratique, cette joueuse vient nous voir et dit, mais dis donc, elle est sympa cette joueuse-là, je ne la connaissais pas. Elle ne la connaissait pas alors que ça faisait plus de 10 ans qu'elles étaient internationales toutes les deux. Et c'est là qu'on s'est dit, mais il y a quand même des choses que des fois, on n'arrive pas à bien gérer les entraîneurs et qui pourtant sont importantes. Donc, c'est l'échange entre les filles, c'est l'échange avec les coachs, évidemment. C'est la perception de l'individu dans le groupe, ça veut dire que chacun se sente important et a un rôle à jouer. Donc, j'y reviendrai aussi hein, de ces notions qui sont essentielles. Alors, ce n'est pas valable, bien sûr, que pour les filles, hein, mais je répète, je pense qu'il y a comment dire, une prépondérance de ce domaine-là dans le basket féminin. Donc, la construction d'un groupe, en fait, un groupe s'appuie sur la performance antérieure. Ça veut dire que si on a réussi des bonnes performances, on a des chances de continuer à faire des bonnes performances. C'est ça que ça veut dire. La performance antérieure, c'est assez simple, hein, mais évidemment qu'une performance renforce la cohésion et que les gens ont envie de se retrouver pour de nouveau performer. Ça semble évident. Mais ça ne suffit pas, il faut aussi de la cohésion. Et par contre, il y a un phénomène qui s'appelle la flânerie sociale dans tout groupe. C'est qu'à un moment donné, il y a des habitudes qui se mettent en place au sein des groupes qui font que l'individu peut quelque part se cacher dans le groupe et oublie de prendre ses responsabilités. Donc ça, c'est valable, je répète, en dehors du terrain, mais aussi sur le terrain. Et ça, c'est pour ça qu'il faut toujours être vigilant par rapport au phénomène de cohésion. Là, une cohésion, c'est quelque chose de dynamique. Ça veut dire que c'est jamais stable. Ça veut dire qu'il y a des hauts et des bas. Et il y a toujours une vigilance à avoir pour éviter tout désagrément et toute remise en cause de cette même cohésion. Alors, comment on la définit? C'est ce que j'expliquais, hein, on parlait de composantes sociales et de composantes opératoires. Hein, donc, c'est des besoins, le besoin de l'individu d'exister dans un groupe. Donc, c'est la composante sociale, donc c'est tout ce qui va se dérouler en dehors du terrain, je dirais. Donc, c'est le plaisir de se côtoyer. Donc, on explique souvent, et on expliquait souvent aux jeunes filles que l'idée, c'est pas forcément de partir en vacances ensemble, mais comme on a un projet commun, comme on a un objectif commun, eh ben, faut qu'on fasse un minimum pour connaître l'autre, l'accepter et que la tolérance permette d'avoir cet objectif en commun. Donc, ce travail-là, c'est un travail de tous les jours et qui est essentiel. Et la composante opératoire, celle-là, elle coule de source, mais elle n'est pas non plus toujours développée. Ça veut dire que composante opératoire, ça veut dire la capacité des gens de parler de ce qu'ils vont avoir à faire sur le terrain. Donc, en termes de partenariat avec les autres, en termes de collaboration, donc pour atteindre l'objectif collectif. Donc ça, c'est la composante opératoire, elle est plus liée à la pratique sportive, je dirais, et la composante sociale, plus à tout l'environnement et tout ce qu'il y a à côté de cette pratique sociale. Voilà. Donc, pour résumer, comment optimiser cette cohésion qui, je répète, se construit, se développe, se soigne, voilà, on l'arrose tous les jours, on est vigilant. Le coach Vincent, par exemple, sur les repas, systématiquement, il était toujours face aux joueuses parce qu'il est toujours à l'affût de ce qui pouvait se passer au sein du groupe. Voilà, c'est juste pour montrer que cette vigilance, elle est accrue, elle est essentielle. Et d'ailleurs, il le disait aussi pour le staff, hein, les entraîneurs. Ça veut dire que quand tout semble aller, quand tout est la flânerie sociale, c'est là qu'elle s'exerce aussi, c'est quand tout va bien, les gens se relâchent. Il n'y a rien de tel qu'un coup de pression, peut-être une défaite à un moment donné pour réactiver un peu les gens et les remobiliser par rapport à l'objectif, que ce soit des joueurs et des joueuses ou des coachs et des assistants coachs ou des kinés ou des médecins, parce que c'était le même problème avec eux. Hein. Donc, dès qu'on commençait à gagner des matchs, le coach il disait « Oh là, attention, c'est quand on gagne
qu'il faut être vigilant et encore plus être vigilant pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'embrouille et qu'on continue à construire cette cohésion-là afin d'être performant sur le terrain. Donc, 4 domaines pour optimiser cette cohésion. Donc, soigner la relation entraîneur-entraîné. Voilà, bon, c'est pas une grande, voilà, c'est pas nouveau, hein, mais c'est valoriser le travail, valoriser l'engagement, valoriser la participation. C'est rendre autonome, donc c'est ce que on revient sur la motivation aussi. Hein, évidemment, tout ça c'est lié à la motivation, puisque quand on est cohésif, on a plus de chances d'être motivé individuellement et donc collectivement. Et le partage, c'est la volonté de faire des choses ensemble. Les valeurs collectives, bah oui, c'est des notions qui sont importantes. Hein. Alors, on peut parler du drapeau, mais du drapeau français quand on était sur l'équipe nationale, mais c'était pas trop. Enfin, si, il y avait une volonté de défendre bien sûr les couleurs du pays, mais pas forcément plus que les valeurs du collectif, de la cohésion qu'avaient réussi à construire ces joueuses-là. Et donc partager l'objectif. Évidemment, qu'on se mette d'accord sur un objectif, pourquoi on le fait, qu'est-ce que ça sous-entend, quels engagements ça nécessite individuellement et les efforts que ça va aussi demander à chacun au sein du groupe. Veiller à l'ambiance de travail. Bon, voilà, ça, c'est des choses, là aussi, plutôt bateau, mais malheureusement, on s'est rendu compte que ce que nous, on a mis en place n'était pas forcément fait ailleurs. Et, et donc, il faut que tout le monde se sente important, donc en dehors du terrain et sur le terrain, sachant que, évidemment, que toutes les joueuses n'ont pas le même niveau de performance sur le terrain. Donc, il y en a qui sont, entre guillemets, on pourrait penser, plus importantes que toutes, que les autres. Mais en tous les cas, c'est important que tout le monde ait une place dans l'équipe, que ce soit la dernière du banc de touche, à la 12e, que la meilleure joueuse, que Sandrine Gouda, la meilleure joueuse de l'équipe. Tout le monde doit avoir sa place. Alors, je vais raconter quelques anecdotes et quelques, entre guillemets, outils ou petits trucs qu'on a essayé de mettre en place. Par exemple, il y a des tables hein, pour les repas et systématiquement, on changeait les tables. Donc les tables, par exemple, on pouvait, puisque souvent c'était des tables de 5, 6, ça dépendait où on était, mais il y avait rarement des grandes tables, on refusait les grandes tables, parce que justement, les grandes tables, entre guillemets, c'est inhumain, et puis c'est toujours les mêmes dispositions. Ça veut dire que comme vous, quand vous rentrez dans les salles de cours, vous allez toujours à la même place, parce que par habitude, vous êtes à côté de machin et à côté de bidule. C'est des habitudes qui existent dans tous les groupes. Et nous, on a voulu rompre ça pour faire en sorte que tout le monde se connaisse. Donc, pour les repas, par exemple, il y a des fois, on faisait des repas par équipe. Ça veut dire qu'on faisait en général, quand on avait 16 ou 17 joueuses, on faisait 3 équipes. Donc, c'était des équipes de 5 ou 6. Et les tables, c'était les équipes. Et puis, la fois suivante, c'était par poste de jeu, par exemple. Voilà, les intérieurs, les ailières, les meneuses. Voilà. Et puis, la fois suivante, on changeait les équipes et on faisait de nouveau des repas par équipe. Ce qui veut dire que le repas étant un moment quand même important, et on a toujours fait en sorte que ce soit, comment dire, un moment privilégié justement de partage, et ben on s'est rendu compte qu'il y avait une vie qui se créait au sein du groupe, qui a permis aussi à rendre l'équipe efficace sur le terrain. Deuxième élément pour montrer que tout le monde est important, avant qu'on agisse et qu'on arrive à travailler sur l'équipe, les rendez-vous chez le kiné et chez le médecin, on avait la chance d'avoir un ou plusieurs kinés, c'était les meilleures joueuses qui toujours passaient en priorité. Ça veut dire que la meilleure joueuse, quand le kiné il commençait son travail à 8 heures après le repas, à 8 heures, il y avait la meilleure joueuse, à 8h30, il y avait la deuxième meilleure joueuse, à 8h40, etc., etc. Et donc, ça, on l'a changé aussi. Et on a fait en sorte que tout le monde puisse accéder et profite du kiné. Donc, on faisait des rotations. Ça veut dire que une fois, la meilleure joueuse, c'était elle qui était en premier, et la fois suivante, c'était une autre. Et on a créé tout ça pour montrer que même si c'est la meilleure joueuse, qu'elle a effectivement peut-être un peu plus joué que les autres et tout, non, elle n'a pas non plus, dans tous les domaines, plus de droits que les autres. Elle a bien sûr des droits, comme les autres, et toutes les joueuses ont des droits et aussi des devoirs envers le groupe.
Donc ça, c'est des petites choses, hein. Alors, il y en a d'autres, hein, que je ne vais pas développer ici, mais en tous les cas, ça nous a semblé essentiel de construire ça. Donc, ce n'est pas par hasard, après, que l'équipe a été cohésive sur le terrain. Je fais aussi une petite aparté sur la construction du groupe. C'est valable, je répète aussi, pas que en filles, évidemment. Tout ce que je dis est valable aussi en garçons, hein, parce que nous avons, dans les équipes nationales, de la manière dont ça se passe, on a toujours le dilemme de faire les choix, voilà, parce que choisir 12 joueuses pour une compétition, c'est jamais facile. Il nous est arrivé de nous couper des joueuses majeures, Ça nous est arrivé au moins 2 fois. Une des meilleures joueuses du championnat de France, on ne l'avait même pas sélectionnée. Donc, ça a créé un petit peu de polémique. Mais bon, ça fait partie de la vie. C'est des choix, hein, des coachs. Et on a aussi, à un moment donné, refusé de prendre une fille qui pourtant était en équipe de France depuis des années, qui était très motivée pour l'équipe. Mais on estimait qu'elle n'était pas à sa place. Et donc, on l'a pas retenue pour d'ailleurs la reprendre dans un deuxième temps. Mais on expliquait que de toute façon, il n'y a personne qui est plus important que l'équipe. Ça, c'est des langages de coach aussi, hein, que vous connaissez. J'imagine, il n'y a pas un joueur ou une joueuse qui est plus important que l'équipe. Ça, c'est très clair. Maintenant, il faut aussi, si possible, avoir les meilleures joueuses pour pouvoir performer. Et donc, le dilemme après, c'est de faire en sorte que il y a une complémentarité entre les joueurs, donc une complémentarité notamment sur le terrain, hein, qu'elles s'acceptent dans la vie, qu'elles soient tolérantes et qu'elles s'acceptent les unes par rapport aux autres, mais que sur le terrain, évidemment, par rapport au poste de jeu, par rapport au rôle, plus défenseur, plus offensif, bien sûr les postes de jeu, meneur, ailier, intérieur, et d'autres notions qui nous semblent importantes, c'est l'intérêt pour le projet. Ça veut dire qu'on avait des entretiens réguliers avec les jeunes filles avant, bien sûr, hein, pour le choix des 12, hein, mais ce n'était pas d'ailleurs uniquement que pour le choix des 12 hein, qu'on faisait des entretiens, c'était aussi pour avoir des retours des jeunes filles par rapport à l'entraînement, la compréhension du jeu, est-ce qu'elles trouvaient leur place dans le groupe, sur le terrain. Donc, et en même temps, on essaie de leur demander, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu veux faire? Et donc, en fonction des réponses, même des joueuses on a pris des joueuses qui n'auraient sans doute jamais été en équipe de France sans nous, parce que c'était des role players exceptionnels et qui ont apporté juste ce qu'elles avaient apporté et qui étaient d'une motivation à outrance pour le projet. Donc voilà comment on essaye de choisir les joueuses. Peut-être j'ai oublié de dire quelque chose ici, excusez-moi, je reviens juste en arrière pour parler d'un élément qui est important dans la relation entre elles, c'est qu'on faisait régulièrement donc ça c'est plus dans la cohésion, je dirais, opératoire. Donc on les incitait, les joueuses, à s'exprimer à l'entraînement, avec les coachs, entre elles, à communiquer. Alors, il y avait des spécialistes pour ça, qui connaissaient bien le coach, qui l'avaient eu plusieurs fois, donc ça ne posait pas de problème. Mais il y en a certaines qui nous expliquaient qu'en fait, qu'elles ne parlaient jamais de basket aux entraînements, ni en dehors d'ailleurs. Elles ne parlaient pas de basket. Elles faisaient ce que le coach disait et c'est tout. Et nous, on leur demandait, on insistait pour qu'elles échangent entre elles. Et puis, on faisait quelque chose qui je pense, maintenant se fait assez couramment, c'est qu'on faisait des séances vidéo où bien sûr, on faisait des montages thématiques, hein, défense de zone, enfin, j'en sais rien, bref, tout ce qu'on peut imaginer en basket, mais c'est pas nous qui le portions, le partage. Ça veut dire que nous, on était aux manettes et c'est elles qui communiquaient, c'est elles qui partageaient sur ce qu'elles voyaient et qui échangeaient sur ce qu'elles voyaient, la vidéo. Et là aussi, pour revenir aux tables, j'expliquais tout à l'heure sur les tables, on faisait des tables donc de 5-6, ben là c'est pareil, on reprenait les tables et les groupes qui étaient composés de tables, ben en fait donc on faisait 3 groupes de vidéos, hein, en même temps sur un ordinateur, on prenait le même groupe et puis des groupes de 5, parce que 5 c'est quand même plus facile pour partager à 5 que pour partager à 20. 20 c'est impossible, c'est toujours les mêmes qui parlent. Et donc on a vu des gens sortir je dirais, de leur ils ne parlaient pas, quoi, pas de leur torpeur, mais du fait qu'ils ne communiquaient très peu sur le terrain et encore moins sur le basket. Et on a découvert plein de choses. Et je pense qu'on apprend aussi comme ça. On apprend le basket aussi comme ça. Dernier élément,
donc sur les aspects environnementaux que je voulais voir avec vous. Donc, où là, j'ai surtout, bon, on a déjà parlé de beaucoup de ça, hein, puisque vous voulez, il y a une relation entraîneur-entraîné, dynamique de groupe au sein du club. Bon, tout ça, c'est la club ou équipe nationale, hein. Bon, je ferai juste un aparté sur ce domaine-là pour montrer que la situation familiale et affective et sexuelle dans le sport féminin est particulière pour plein de raisons, mais en tous les cas, il y en a une qui semble évidente, c'est que les femmes en général souhaitent procréer et donner naissance donc à des enfants, et que c'est valable dans tous les métiers, hein, mais encore plus peut-être dans le sport professionnel, être en capacité à un moment donné de dire, ben voilà, cette année, je ne vais pas pratiquer mon sport, mais je vais fonder une famille et donc avoir des enfants, est quand même pas encore très courant et très habituel dans le monde sportif, j'allais dire malheureusement, parce que c'est forcément une limite du sport féminin. Entre parenthèses, j'ai l'impression qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus courant. Je me rappelle de voir souvent les joueuses américaines venir avec leurs enfants. Voilà. Mais en tous les cas, chez nous, c'est encore extrêmement rare et c'est quand même une des grandes difficultés du sport féminin en général. D'ailleurs, pas que le basket. La situation professionnelle est aussi parce que gagner sa vie en basket, bon, il y en a qui gagnent très bien leur vie en basket féminin, mais c'est quand même pas du tout les mêmes tarifs que dans le basket masculin, même si en France, on n'a pas trop à se plaindre, hein. Les filles, il y a une ligue féminine qui est de très très bon niveau, mais en tous les cas, bah, vivre du basket pour une femme, c'est quand même très très compliqué. Donc je voulais juste faire un aparté sur ce domaine-là, le facteur environnementaux lié à ça. Je vous propose, sauf s'il y a des questions, maintenant sur les deux éléments dont j'ai déjà parlé, mais je vais y revenir peut-être sur des thématiques un petit peu différentes, hein, une vision un petit peu différente. Mais voilà, pour moi, il y a deux choses. Là, on va parler plus des contenus techniques et puis voire de formation, hein, et donc, j'ai deux éléments à débattre avec vous. Donc, les contenus techniques, voilà, l'entraînement de basket féminin, encore plus que dans le basket masculin, c'est motricité, travail technique. Thierry, Oui, je vous remercie parce que là, je vois que j'ai un cumul de questions. Ça va être ah, limite pour répondre. Si vous le permettez, bien sûr. oui, Votre, oui, votre pas de souci. exposé est global et très riche en contenu. Là, des questions en termes de comment vous gérez la menstruation des filles et l'entraînement en termes d'intensité. Ouais, bon. Je n'ai pas souhaité en parler parce que je suis pas un grand spécialiste. C'est malheureusement, je pense, encore un sujet un petit peu tabou. Malheureusement, hein, même si je sais pas si vous avez vu, mais l'équipe, la Coupe du Monde de football féminin, on en a parlé un peu plus et donc je crois que c'est l'entraîneur américain de football qui avait expliqué qu'en fait il avait géré ça, hein. Donc il avait géré plus qu'on ne le fait d'habitude. Nous, jusqu'ici, je parle donc de l'expérience qu'on en a eue, c'est plus en liaison avec le staff médical. Ça veut dire que on a estimé que bon, c'était intime et que donc voilà, on ne souhaitait pas non plus. Alors, c'est pas pour ça qu'on peut pas non plus en parler, hein, si besoin évidemment, mais c'est pas une information qu'on recherche forcément et qu'on va utiliser pour faire une programmation d'entraînement. Peut-être à tort, hein, je répète. Hein, après, voilà, on se rend compte, par contre, quelque chose d'assez surprenant et remarquable, c'est que les médecins nous disaient que au fur et à mesure que l'équipe travaillait ensemble, il semblerait que les filles se mettaient sur un diapason. Ça veut dire qu'elles arrivaient à avoir des menstruations à peu près dans les mêmes périodes. C'est assez surprenant, mais ça peut d'ailleurs s'expliquer. Mais franchement, j'ai pas plus que ça, voilà, à donner comme information. Je m'en excuse. D'accord, non, c'est pas grave, c'est pas un souci, hein. Comment vous gérez les filles pendant les moments difficiles dans le match, lorsqu'on est derrière ou on a perdu? Est-ce que c'est la même chose qu'avec les garçons ou c'est un peu spécifique?
Bah, je crois elles ont besoin entre guillemets, qu'on s'occupe d'elles. Ça veut dire que, évidemment, la gestion de l'échec étant parfois tellement compliquée chez les filles, que c'est que faut les aider à surmonter ces moments-là. Donc, alors, bien sûr, on peut les laisser dans leur coin, hein, mais je pense que c'est pas la solution. Après, faut les connaître, hein. Ça veut dire qu'aller discuter avec quelqu'un qui est un peu frustré, énervé, c'est pas forcément le meilleur moment. Mais en tous les cas, quand on doit pouvoir à un moment donné en parler avec les jeunes filles, parce qu'elles ont besoin de l'exprimer, tout entre guillemets, ce mal-être. Je pense qu'il y a sans doute des différences parce qu'elles ont souvent plus de difficultés à digérer les moments difficiles, donc les défaites ou plus que les hommes. Les hommes, ils sont déçus, hein, évidemment, mais c'est aussi un sentiment. C'est un sentiment, hein. Après, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens, hein, et je ne veux surtout pas dire que les garçons s'en foutent. Parfois, c'est peut-être le cas, j'en sais rien, mais c'est le sentiment qu'on peut avoir de l'extérieur. Mais donc, je répète, il faut en tous les cas être en capacité d'échanger ou sur le moment ou un peu plus tard pour essayer de digérer. Bon, par exemple, puisque vous me posez cette question-là, quand on a récupéré l'équipe de France féminine, je me rappelle parce qu'en fait, on est arrivé quand l'équipe de France a dû passer par les qualifications pour se qualifier pour un championnat d'Europe. Ça veut dire que le résultat du championnat d'Europe précédent avait été tellement mauvais qu'on ne s'était pas qualifié directement et il a fallu qu'on passe par des qualifications. Donc, on a été se balader en Roumanie, en Croatie et je ne sais plus encore où, enfin bref. Quand on a pris le groupe, la première chose qu'on a fait, c'est entre guillemets crever l'abcès et donc on a fait une sorte de dating, enfin de speed dating, mais un peu plus long. Ça veut dire que les gens se sont exprimés. C'est pas c'est sous le principe de la dynamique de groupe et de psychothérapie de groupe, hein, mais enfin c'est qu'un principe, hein, c'est bien sûr pas la psychothérapie de groupe qu'on a fait, mais ça pouvait s'en inspirer en tous les cas. Et donc les filles se sont exprimées et leur mal-être, elles l'ont exprimé parce que certaines ont fini par pleurer, par être en colère par rapport à ce qui s'était passé à la campagne précédente. Enfin, et on s'est rendu compte qu'elles avaient eu besoin de ce moment, de libérer de ce poids, quoi, parce que c'était encore présent. Je suis pas sûr que des garçons, ça ressentent les choses de la même manière. D'accord. Message reçu. Une question. Le basketball africain et le basketball européen et par conséquent mondial, quels sont les critères, les repères pour qu'on puisse se développer, être à la hauteur des grands? Ouh là, vous me posez une question sur le basket africain, de savoir comment il peut être meilleur. C'est un peu ça, si j'ai bien compris. Ça, c'est une question d'examen, c'est à gagner ou perdre. Ah, non, je connais pas assez le basket africain, malheureusement d'ailleurs, pour en parler, si vous voulez. Bon, moi, je vois que le basket français a beaucoup progressé, le basket féminin en particulier, mais on est encore un petit peu derrière les Espagnols, sans doute. On est aussi derrière les Américaines, ça c'est sûr. On mettra encore beaucoup de temps pour les rattraper. Je pense qu'on est plus près en garçon qu'en filles, hein, par rapport au meilleur niveau. Mais voilà, on continue à travailler. On essaye de mettre les joueuses dans les meilleures conditions parce que, en fait, tout ce qu'on explique là depuis le début, c'est que les conditions pour les femmes sont souvent plus difficiles pour atteindre le meilleur niveau. Tout est plus difficile pour les femmes pour y arriver. Parce qu'il y a tellement de freins. Le premier frein, souvent, c'est les parents qui ne veulent pas que les filles fassent du sport, ou en tous les cas, pas du sport de compétition. Comme je disais tout à l'heure, faire du sport pour une fille, c'est juste pour l'hygiène et pour être avec les filles. C'est pas pour être avec des copines. C'est pas pour être performant et performer dans une discipline ou dans un sport particulier. Enfin, en tous les cas, je sais pas chez vous, hein, peut-être que c'est différent, j'en sais rien, mais chez nous, en tous les cas, c'est une réalité, ça. Et ça change, mais ça va encore mettre beaucoup de temps, hein. Et Exactement, donc, voilà ce exactement. que je peux dire. Thierry Moulek, vous étiez agréable durant toute cette intervention. Je tiens en mon nom et au nom de
l'Association marocaine des coachs de basket et tous les coachs qui nous ont suivis durant cette intervention, de vous exprimer nos sentiments de remerciement, de gratitude vis-à-vis de ce que vous avez présenté aujourd'hui. C'était vraiment très, très intéressant. On a appris des choses. Vous avez fait le partage de votre expérience personnelle au niveau de l'équipe nationale, soit au niveau de la Ligue, à travers les contenus, les stratégies. On vous remercie énormément et on souhaite vous revoir très bientôt parmi nous, mais c'est sûr sur un terrain de basket pour partager avec nous votre savoir-faire sur le terrain et bien sûr de jouir des bons moments chez nous ici au Maroc. Je vous laisse le plaisir de donner votre dernier mot avant de clore cette Ouais. intervention. Écoutez, bah, c'est également avec plaisir que je vous ai fait profiter de mon vécu, hein, qui, entre guillemets, ne représente rien à part ce que moi j'ai pu faire à un moment donné. Donc, ne le prenez bien sûr pas comme pain béni et vérité, hein. Tout est à reprendre et à adapter à vos réalités, à vous. Qui sont forcément différentes de ce que nous, on peut avoir ici ou d'autres coachs. Donc prenez ce qui vous semble intéressant et laissez le reste et surtout continuez à bien réfléchir. Et je répète, la dernière chose et la plus importante, c'est aider les gens à devenir meilleurs, que ce soit des garçons ou des filles. Et donc, ce sera entre guillemets, le mot de la fin. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Terry. On vous souhaite bonne chance, bonne continuation. On était ravis de vous accueillir parmi nous. Restons en contact pour la suite et à bientôt. Merci à tous les gens qui ont pu suivre cette intervention agréable du coach Terry Moulek. Et on vous donne rendez-vous dans des prochaines interventions et des débats, notamment autour du basketball féminin. On vous remercie et à bientôt et merci de votre patience. Allô? Allô, allô? Ah bon. Allô? Oui. Ah, d'accord. Bah, je t'attendais sur l'écran. D'accord.